pas avoir peur d'être unique. Au contraire, c'est là qu'on devient précieux, qu'on devient original, qu'on devient vraiment différent. Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. Le podcast où vous retrouvez à chaque épisode une personne qui a réussi là où tout le monde pensait que c'était impossible. Dans chaque interview, un invité nous dévoile ses secrets, ses techniques et ses stratégies qui lui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. J'ai l'honneur d'avoir Émilie Caillon avec moi pour ce deuxième interview de Aux frontières du possible, qui va nous parler de comment mieux parler en public. Émilie Caillon est une ancienne timide. Aujourd'hui actrice, auteure, metteur en scène, réalisatrice, productrice, formatrice et expert prise de parole en public et devant les médias. Elle est passionnée par les mots, la communication non verbale et l'idée de transmettre artistiquement sur le développement des individus. Elle a été intervenante en université, dans de gros groupes et des ONG sur les 4 continents. Désormais, elle partage son savoir, ses conseils et ses astuces prises de parole en public à travers son site donnez-vous-la-parole.fr et dans des formations en ligne. D'ailleurs, elle a eu la gentillesse de vous proposer, à vous, auditeurs de ce podcast, sa formation vidéo Donnez-vous la parole à un prix spécial. Alors si vous êtes timide, si pour vous intervenir en public est une douleur, ou alors si vous avez besoin d'aide pour clarifier et structurer vos propos, cette formation est pour vous. Vous pouvez bénéficier de cette offre en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Bonjour Émilie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Alors aujourd'hui avec vous on va parler de comment mieux parler en public et devant les caméras ou devant les médias en règle générale. Mais avant de partir plus en profondeur sur ce sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors, du coup, je suis une femme. Je suis née à Paris. Je suis assez passionnée, assez créative, assez inspirée et j'espère inspirante. C'est ce que j'ai décidé de répondre pour la question « Qui êtes-vous ?» parce que je pense qu'on est plus qu'un métier. Donc après, ce que je fais dans ma vie, j'ai plusieurs casquettes et je préfère le formuler comme ça. Je suis à la fois actrice, à la fois autrice, à la fois réalisatrice, metteuse en scène, productrice, coach et formatrice. En fait, ça fait beaucoup de casquettes, mais en fait, c'est une seule et même chose, c'est comment s'exprimer et comment rentrer en contact avec les autres. D'accord. Donc, vous dites que vous êtes experte de prise de parole en public, entre autres, parce que comme vous venez de le dire, vous avez énormément de casquettes. Oui. Est-ce que vous pouvez dire un peu qu'est-ce qu'une experte de prise de parole en public ? Alors, je pense qu'il y a plein d'experts en prise de parole en public. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont comédiens à la base, il y en a qui vont être plus spécialisés dans le storytelling, d'autres qui vont être plus spécialisés dans la mise en scène. Moi, ce que je fais, j'ai plus parlé de ce que je fais que ce que c'est une experte de prise de parole en public, parce que des experts de prise de parole en public, il y en a plein. Ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui vont dire « souriez, tenez-vous droit ». Ok, souriez, tenez-vous droit, mais qu'est-ce que je raconte ? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire partager et surtout, comment j'ai envie de toucher mes auditeurs. Donc, c'est plus ça qui m'intéresse. C'est plus comment on se positionne. Alors, effectivement, vis-à-vis d'une caméra, vis-à-vis des médias, mais aussi vis-à-vis d'une salle ou vis-à-vis d'une simple personne. D'accord. Bon, vous travaillez aussi à travers un website qui s'appelle Donnez-vous la parole. Oui. Est-ce que vous pourriez parler un peu de ce site internet ? Qu'est-ce que ce projet, Donnez-vous la parole ? Alors, Donnez-vous la parole, c'est un blog que j'ai créé il y a à peu près 2 ans. Mon envie, c'était de partager des conseils. En fait, je vois beaucoup de gens qui traversent exactement les mêmes épreuves que j'ai traversées par rapport à la timidité, par rapport au fait de ne pas oser, Et en fait, c'est un peu le blog que j'aurais aimé trouver avec des conseils qui sont des conseils techniques. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on ne sait pas prendre la parole en public, c'est de la technique dont on manque. Et du coup, on n'est pas dans le jugement de valeur. On n'est pas dans la petite voix intérieure, là, le petit vélo qui nous dit « t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela », etc., qui nous bloque. C'est « ah, ok, est-ce que je regarde la personne à qui je m'adresse ? Est-ce que j'écoute la personne qui est en face de moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ?» Se poser des bonnes questions qui sont à la fois des questions très, très basiques, mais juste savoir se les poser et juste mettre son point de concentration ailleurs que sur soi, mais plutôt sur ce que j'apporte et ce que je donne. Et il n'y a que soi, en fait, qui donnons la parole et non pas prendre la parole. Pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. On dit souvent prendre la parole en public. Moi, je pense qu'on donne la parole
et que quand on est dans un acte de don, on est du coup aussi beaucoup plus tranquille, et qu'il n'y a que soi-même qui nous empêchons de nous donner la parole. Donc, se donner la parole, c'est pouvoir se libérer soi-même et pouvoir oser. Ce que vous appelez sur votre site auto-sabotage dans votre formation. Oui, ouais, exactement. Ça, on a tendance à être trop critique avec soi-même, trop dur avec soi-même, et du coup, on se bloque. Mais qui vient qui vient de plein de petites voix qu'on a entendues. Et c'est pour ça que c'est intéressant le terme plutôt, au lieu de prendre la parole, donnez-vous la parole. Oui. C'est-à-dire qu'on part plus du domaine de l'émotion et on essaie un peu de freiner un peu tous ces blocages. Et ça change complètement la position parce que quand on est dans le don, il y a un truc qui est facile. Peut-être l'autocritique, on s'autocritique moins quand on est dans le don parce qu'on s'en dit on donne. C'est ça. Alors que dans le côté prendre, il y a un truc qui est assez... on entend, hein, prendre la parole, il y a un truc qui est assez violent, qui est assez costaud. Et je pense que donner, c'est plus doux. Et Émilie, vous avez dit que vous étiez une ancienne timide, ou peut-être que vous l'êtes encore, je ne sais pas. Ah oui. Non, je suis plus trop timide à part quelques circonstances. Mais oui, j'étais timide, maladivement timide. C'est pour ça qu'on m'a mis au théâtre. C'était quasiment une injonction. On a dit à ma mère, faut qu'elle fasse du théâtre parce que sinon elle va pas survivre. Et en fait, la première année où j'ai fait du théâtre, la seule chose dont je me souvenais après être passée sur scène, c'était d'avoir eu très mal aux épaules. Très mal aux épaules parce que j'avais contracté les épaules et donc j'avais mal au dos. Mais c'était tout. Ce qui s'était passé sur scène, j'ai aucune idée. C'était la seule chose dont je me rappelais. Et puis l'année d'après, je me suis vraiment amusée parce que j'ai commencé à partir en improvisation et à partir en création, en créativité. Et ce qui m'a vraiment plu et vraiment intéressée, c'était d'inventer des histoires et d'emmener les gens dans mon univers, en fait. Et c'est là où vraiment j'ai été passionnée. Donc c'est un peu, ça m'amène vers ma seconde question, c'est comment passe-t-on de timide à comédienne experte de prise de la parole en public ? Donc vous l'avez un peu dit, c'est grâce au théâtre. Et est-ce que vous avez d'autres choses qui vont aider à surpasser cette barrière ? Après, dans mon expertise, j'ai aussi un DEA en communication du CELSA. Donc, le fait d'avoir une approche, en fait, qui est une approche transversale, que j'ai fait à la fois des études de théâtre, des études de cinéma, des études d'art plastique, des études de communication. Et en fait, je dirais que je suis un peu un résumé de tout ça. Et ça, avec différentes cultures. Parce que j'ai beaucoup travaillé à l'international. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de voir, humainement, finalement, transversalement, les blocages. Dans cette culture, ça va être un peu plus ça. Dans cette culture, ça va être un peu plus ça. Mais souvent, il y a des choses assez similaires. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est cette vision transversale. Et est-ce que vous pourriez dire un peu, souligner les blocages qui sont plus communs aux francophones, en règle générale ? Les francophones, déjà, ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils pensent qu'ils vont être jugés. Et ce qui est le cas, parce que je trouve qu'on est dans une société qui juge effectivement beaucoup, où c'est un peu... je trouve qu'on n'a pas tellement quitté la période où il y avait le roi et la cour. Et du coup, si le roi aimait quelque chose, la cour pouvait aimer quelque chose. Si le roi n'aimait pas quelque chose, si quelqu'un rigolait et disait qu'il aimait, il passait à la trappe. Et je trouve qu'on est encore un peu là-dedans. On est trop dans l'autocritique, en fait, et dans la critique de règle générale. Dans la critique et avec un espèce de truc de se faire bien voir. D'accord. Et en fait, chercher à se faire bien voir, c'est être un peu à l'extérieur de soi. Et du coup, c'est peut-être s'auto-saboter en même temps. Oui, parce qu'on manque de présence, on manque de naturel, on manque de spontanéité. Donc, c'est dommage. Et Émilie, d'où vient cette passion pour les mots et la communication, en règle générale ? Je pense que c'est vraiment cette histoire-là que je vous ai racontée. Là. C'est vraiment ce plaisir d'emmener les gens dans un univers, de les toucher, de les faire rire, de les émouvoir. Il y a des études là, dernièrement qui ont été faites sur les addictions et qui disaient qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de problème d'addiction, que le seul problème par rapport aux addictions, c'est que les gens manquaient de communication et qu'ils avaient besoin de rentrer en communication. On a tous besoin de rentrer en communication, même ceux qui disent le contraire. Même ceux qui disent qu'ils sont très solitaires. En fait, on est des animaux sociaux, donc on a besoin de rentrer en contact avec les autres. Et c'est quelque chose qui est très vrai. Maintenant, on critique souvent les réseaux sociaux, etc., qui nous enferment dans notre bulle numérique. Et est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui implique le manque de confiance en soi et la prise de parole en public ? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, derrière un écran, les gens ont beaucoup plus confiance pour parler. Et après, le rapport humain face à face avec une personne devient du coup beaucoup plus compliqué. Alors qu'en fait, il n'y a rien à redouter
À partir du moment où on est présent, à l'écoute de l'autre et savoir que les autres, ils sont dans les mêmes appréhensions que nous, dans les mêmes peurs que nous. Et du coup, c'est un peu changer son regard, pas se mettre que sur j'ai peur. C'est se dire, ah ok, peut-être que l'autre aussi a peur. Et puis en fait, c'est quand même sympa d'échanger, c'est quand même sympa de communiquer. Donc, Et aussi, je trouve que la communication est totalement différente. Là, on parle à travers Internet. Et si on serait en présence, ça changerait beaucoup de choses, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Et je trouve que les deux ont des difficultés différentes. Par exemple, moi, j'ai assez peur, je suis aussi un grand timide, de parler en public. Mais je trouve que des fois, j'ai moins de stress à parler devant peut-être un groupe de 15 ou 20 personnes, faire une présentation, une conférence, etc., plutôt que des fois de me filmer moi-même. Alors ça, c'est très relatif. En fait, chacun, en fonction de là où sont construites ses peurs, va avoir une appréhension qui est complètement différente. Il y a des gens qui vont avoir très peur de parler face à une seule personne et qui vont pas avoir peur de parler devant 100 personnes. Il y a d'autres qui vont avoir peur de parler devant 15 personnes, mais vont pas du tout avoir peur des extrêmes de parler devant une personne ou 1000 personnes. Donc, en fait, chacun s'est construit sa zone où il est à l'aise et puis sa zone où il n'est pas à l'aise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ah, toi, ta zone, c'est là et là, t'es confort. Et puis là, t'es pas confortable. Et donc, c'est d'aller creuser, ok, pourquoi t'es pas confortable? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans ton corps? Est-ce que tu arrêtes de respirer? Est-ce que tu changes de position? Comment ton corps se positionne? Dans quelle attitude mentale tu es? Qu'est-ce que tu te racontes? Et puis d'aller creuser ça, puis de réinverser la situation, de respirer à l'intérieur de ça et de pouvoir passer à autre chose, en fait, de pouvoir se dire, ça, avant, je maîtrisais pas. Maintenant, je maîtrise ça et ça. Donc ça, c'est un conseil que vous donneriez. Par exemple, vous dites, on est timide par rapport à des situations données. Oui. Donc, en fait, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Par exemple, j'ai peur de parler devant une caméra. Et alors que dans d'autres situations, par exemple, samedi soir, avec des amis, voilà, j'étais pas du tout intimidé. Et comment peut-on un peu inverser cette situation? C'est-à-dire que rendre la timidité, enfin... La caméra, il y a autre chose sur laquelle je pouvais intervenir, c'est la caméra, c'est qu'une boîte noire, en fait. Oui. Donc, la caméra, c'est vraiment juste une projection. Ce qu'on va mettre derrière une caméra, la caméra, elle n'a pas de jugement, elle n'a pas de point de vue. Quand on se filme tout seul, en plus, il y a pas de regard. C'est une boîte. C'est simplement une boîte. Donc, qu'est-ce que soi-même, on a mis sur cette boîte? Est-ce qu'on a mis, rien ne va lui échapper, et du coup, ça va être horrible si je fais une erreur? Est-ce qu'on a mis, non, mais finalement, cette caméra, elle m'aime bien, je vais essayer de la regarder comme si c'était une amie. Et du coup, c'est qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je projette? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème aussi, on se compare trop aux autres aussi par rapport à la caméra? Par exemple, on regarde des vidéos sur YouTube où des gens ont déjà fait des milliers de vidéos, donc ils ont une grande expérience, et on se dit, je dois être du même niveau. Et est-ce que ça, c'est pas un blocage aussi? Si, bien sûr. Si on se compare à des gens qui font ça, mais en fait, ceux qui sont devenus maîtres aujourd'hui, c'est des gens qui ont commencé pareil que vous et moi, c'est-à-dire avec des difficultés, avec des insécurités, et juste, ils ont plus pratiqué que les autres. On dit quelqu'un qui est un maître, c'est juste quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à travailler dessus. Donc c'est tout, à partir du moment où on passe du temps à travailler dessus, il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas expert et qu'on ne devienne pas meilleur. Et est-ce que ça, c'est un conseil que vous donneriez à vos clients, par exemple, ou à des personnes timides, donc qui ont peur de parler en public, de sortir un peu de sa zone de confort, d'y aller coûte que coûte, même si on n'est pas très à l'aise? Oui, et il y a d'ailleurs la prochaine formation que je vais enregistrer pour Udemy, entre autres, qui est une formation que je vais co-animer avec Jeanne-Elvire Adotevi, qui s'appelle « Oser sortir de sa zone de confort ». Et en fait, on avait co-animé toutes les deux un atelier. Et voilà, on avait fait un atelier et puis point barré. Je m'étais dit, c'est un peu dommage, cet atelier, finalement, on l'a travaillé, on l'a conçu, de ne pas en faire quelque chose qui en profite non pas aux 50 personnes devant lesquelles on l'a fait, mais à beaucoup plus. Et donc, on l'a filmé là, il n'y a pas longtemps, et je vais m'occuper de monter ça là pendant les vacances. Et vous, c'est un peu la technique que vous avez utilisée pour vaincre un peu votre timidité, comme vous l'avez dit, avec le théâtre, parce que c'est vraiment là, on sort vraiment de sa zone de confort en allant directement sur la scène. Ouais, il y a aussi les impératifs sociaux, je trouve qu'ils sont très forts, des impératifs de perfection, et des impératifs d'apprendre à s'aimer, des impératifs... mais qui, en fait, tout ça nous pousse à la consommation. C'est-à-dire que tout ça, c'est des discours qu'on entend beaucoup à la télévision de « il faut avoir un corps parfait,
il faut être parfait, il faut s'exprimer parfaitement. Mais les gens parfaits sont inintéressants, ils sont lisses, on passe dessus, quoi. Et ils n'existent pas, je pense. Ils n'existent pas. Il y a ceux qui essayent de paraître le plus parfait possible, et puis quand on creuse, on voit qu'il y a beaucoup de rien derrière, en fait. Donc, beaucoup de peur. C'est une perfection d'apparence, en quelque sorte. Voilà, perfection, c'est toujours de l'apparence. Parce que quand on creuse, et même un super-héros, même Superman, il n'est pas parfait. Si Superman était parfait, il n'y aurait pas d'histoire. Superman, on arrive à s'attacher à lui parce que il a peur de faire des déclarations d'amour, parce que il a peur dans des relations humaines, parce que il comprend pas d'où vient son pouvoir. Mais s'il était parfait, il est parfait, il reste parfait, il n'y a pas d'histoire, et puis ça nous intéresse pas, et puis c'est lisse et il se passe rien, en fait. C'est souvent un peu une technique aussi qui est utilisée pour l'écriture de scénario, pour plus s'attacher au personnage, plutôt que montrer Exactement. Que ce mec il est parfait, il sauve tout le monde, voilà. c'est plus intéressant d'aller vers un autre aspect, à se dire voilà, il a des problèmes, il a vaincu ses difficultés, il a réussi, etc. Exactement. Et puis c'est ça qui vont faire que les gens peuvent s'identifier. C'est les gens. On s'identifie par l'émotion peut-être aussi. Oui, par l'émotion, par la vulnérabilité, par notre humanité. Et notre humanité, elle est loin d'être parfaite. Et là, la pièce, je suis en train de mettre en scène une pièce de théâtre où on va enregistrer les voix là tout à l'heure, qui s'appelle « Je me sens pas belle », qui était écrite par Bernard Jean-Jean, qui est l'adaptation du film qu'il avait fait avec Marina Foïs. D'accord. Et qui parle de ça exactement. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, il y a toutes les appréhensions quand on rencontre quelqu'un pour la première fois en disant mais il va pas me trouver intéressant, il va pas me trouver ceci, il va pas me trouver cela. Du coup, c'est cette espèce de truc de si on se compare, on est mort. Si on se compare, il y aura toujours mieux sur quels que soient les niveaux. Et est-ce que vous pensez que c'est un des principaux problèmes qu'ont vos patients, vos clients, pardon? Patients, ouais, je sais pas, oui, je sais pas quel est le meilleur mot. Je suis pas docteur. Client plutôt. Oui. Apprenant ou... Apprenant, oui. Apprenant, c'est peut-être mieux. Il y a en fait quasiment autant de peur que d'individus. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui me passionne. C'est le fait de me dire, OK, chez cette personne, on va travailler par là et par là. Et chez une autre personne, on va faire complètement un autre parcours parce que la peur, elle est là. Et ensuite, elle est là et ensuite, elle est là. Donc, en fait, chaque personne a son chemin. D'accord. Et est-ce que de manière générale, il n'y a pas des obstacles ou des difficultés qui apparaissent sur beaucoup de personnes? Si, le jugement de soi, c'est récurrent. Est-ce que ça a été le problème aussi auquel vous avez été confronté, vous, en tant que grande timide? Oui, le jugement de soi et puis peut-être cette impression que j'allais pas être entendue. C'est-à-dire, je pense que j'étais dans une famille où les gens étaient préoccupés par leurs propres problèmes. Et du coup, moi, je parlais beaucoup aux animaux, aux éléments, à la nature, etc. Sans doute que je ne me sentais pas entendue quand je parlais. Donc, je pense que moi, ma timidité, elle vient plus de là. Cette peur de ne pas être entendue. Vous ne pouvez pas projeter votre discours. Vous n'êtes pas sûr qu'il allait arriver d'un point A à un point B, en quelque sorte. Exactement, oui. Et c'est le théâtre, vous, qui vous a beaucoup aidé dans ce cas-là, c'est ça? Le théâtre, dès que j'ai commencé à créer, en fait, c'est le théâtre et la créativité, pour moi, qui ont été vraiment... c'est vraiment un point focal et un point de transformation. Dès que j'ai commencé à créer, c'est-à-dire à me dépasser, pas juste à me regarder moi, mais juste à me dire « Ah ben tiens, j'invente ce personnage, c'est sorti de mon imaginaire. » Et puis, en fait, ça amuse les gens. J'arrive à tenir le truc. Ça les fait rentrer dans un espace, dans une autre réalité, dans un espace auquel eux, ils n'avaient pas pensé. Et je pense que c'est vraiment toujours ça qui m'anime aujourd'hui. D'accord. Et quel conseil vous donneriez à nos auditeurs, justement, pour dépasser un peu leur peur et mieux parler en public? Alors, du coup, sur mon site donnez-vous-la-parole.fr, en fait, je donne 11 conseils gratuitement. Alors, j'ai ouvert le document, comme ça, je peux vous le lire, au moins les points, et puis après, si vous voulez creuser... Et je rappelle aussi aux auditeurs que je mettrai tous les liens mentionnés dans cet épisode dans le descriptif de l'épisode. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez aller sur le site d'Émilie Caillon. Donnez-vous la parole. Alors, donc je donne 11 conseils pour oser prendre la parole. Donc, c'est valoriser son contenu. Déjà, parce que si on pense que son contenu n'est pas intéressant, il y a assez peu de chances que les autres le trouvent intéressant.
comprendre quel est son rôle. C'est-à-dire quand je prends la parole à une place particulière, à un rôle particulier. Donc c'est important de comprendre pourquoi j'interviens, à quel titre j'interviens. Le troisième chose, c'est construire une relation positive. Si je ne construis pas une relation positive, si je me mets en position de « je vais vous imposer ceci », c'est aussi possible que du coup les gens en face se disent en fait ça m'intéresse pas. Faut rentrer vraiment en communication. Le quatrième point, c'est trouver des symboles, et ça c'est extrêmement important. Trouver des symboles, ça va permettre d'ancrer ce qu'on transmet aussi à un point de vue inconscient, pas juste à un point. C'est-à-dire trouver des symboles. Trouver des symboles, c'est ce que fait le cinéma, c'est ce que fait le théâtre, c'est ce que fait le roman parfois aussi. Trouver des symboles, c'est par exemple par rapport à quelque chose que j'ai envie de transmettre, je vais trouver des images symboliques qui expriment ça et qui vont imprimer dans l'inconscient des personnes cette image. Est-ce que aussi c'est une technique qu'on peut utiliser, par exemple dans le cas d'un podcast audio où il n'y a pas d'image ? Oui, parce que quand on parle d'images, il y a les images visuelles et puis il y a les images qu'on dit en parole aussi. Donc ça, c'était le point 4. Le point 5, c'était choisir ses mots, parce qu'effectivement, chaque mot, le vocabulaire en fonction de qui on s'adresse, on ne va pas s'adresser pareil si on s'adresse à son boss, si on s'adresse à sa boulangère, si on s'adresse à un copain qu'on connaît depuis 20 ans. Donc voilà, choisir ses mots, c'est important. Se préparer techniquement aussi, se préparer par rapport à un micro, se préparer par rapport à une scène. Ensuite, se préparer physiquement. Se préparer physiquement, ça peut être réchauffer sa voix, ça peut être apprendre à mieux respirer. Est-ce que vous avez quelques techniques pour donner aux auditeurs pour mieux, par exemple, échauffer sa voix ou quelques techniques simples ? Alors, pour échauffer sa voix en 1 minute, je fais faire le singe. C'est une technique qui est très, très rapide et très, très efficace. Je peux essayer de le faire au micro. Mais ça va être un peu fort. On peut essayer, c'est pas grave. Alors, pour travailler les aigus, on va aller plutôt vers le nez et on va faire... Et pour travailler les graves, on va... Et en fait, quand on fait ça, on est obligé de faire bouger son diaphragme parce que c'est le diaphragme qui envoie le rythme. Et en fait, en 1 minute, on a travaillé détendre son diaphragme. On a travaillé ses aigus et ses graves. On a travaillé les résonateurs du visage. Et du coup, on a une voix qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus riche. Et aussi, peut-être, on a travaillé sur le stress aussi, parce que ça entraîne une suroxygénation du cerveau, ce qui diminue le stress, non ? Et ça agit encore sur un autre point, c'est la peur du ridicule. C'est-à-dire que quand on fait le singe, on sort de sa zone de confort. Oui. C'est ça, c'est un truc que je fais beaucoup faire à mes clients. Je fais faire le singe. Alors, il y a effectivement ceux qui n'ont pas du tout envie et qui disent mais au secours. Ceux qui ont très très peur. Et puis en fait, quand ils l'ont fait et quand ils se rendent compte que ça va, tout va bien, en fait, ils peuvent être ridicules. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi s'empêcher ? C'est cette peur du ridicule. Mais en fait, si j'ai peur du ridicule, ça veut dire que je vais être dans le contrôle. Si je suis dans le contrôle, je ne suis pas vraiment présent. Si je ne suis pas vraiment présent, je ne suis pas vraiment en train de communiquer. Donc en fait, il faut vraiment lâcher le regard que les autres vont avoir sur soi pour être présent et pour pouvoir se dire ok, mais si à un moment je suis ridicule, c'est pas grave, on passe, on avance. Et puis voilà, on n'est pas parfait, c'est pas grave. Je pense que l'autodérision aussi est un grand atout. Oui, et avoir de l'humour aussi. Parce qu'avec l'humour, on peut dire plein de vérités. Et on peut détendre aussi beaucoup. Par exemple, l'audience, ou etc. Oui. Et se détendre soi-même. C'est ça, parce que souvent, en fait, quand les gens ont besoin de prendre la parole en public, quand des DG ont besoin de prendre la parole en public, c'est souvent pour annoncer des choses qui peuvent être plus ou moins difficiles. Et du coup, comment faire en sorte d'être entendu, d'être écouté, d'être soutenu, de relativiser et de pouvoir se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et l'humour permet de pouvoir aussi prendre de la distance et de pouvoir dire des choses vraies et importantes. Je pense que c'est important parce que je pense qu'on en a tous un peu marre des discours trop sérieux. Le fait d'avoir un peu d'humour, ça permet de détendre l'atmosphère et de vous rendre plus intéressant aussi en même temps, je pense. Et même les structures de discours toutes faites. C'est-à-dire qu'il y a eu TEDx qui est arrivé et du coup, maintenant, les gens sont formés au pitch, à la méthode TEDx et ont tous la même structure de discours avec les mêmes phrases. Et en fait, moi, quand je vois ça, je zappe direct.
parce que je vois pas la personne, je vois pas l'originalité, je vois pas quelqu'un qui est unique et du coup ça m'intéresse pas, je zappe. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi là. Voilà. Faut mieux arriver avec sa propre structure peut-être. Je pense que oui, et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans Donnez-vous la parole sur la formation en ligne. J'ai proposé en fait 3 points, 3 possibilités. C'est qu'est-ce qui serait le meilleur, qu'est-ce qui serait le pire, qu'est-ce qui serait l'entre-deux, et de pouvoir jouer avec la structure pour que chacun se construise sa propre structure. C'est-à-dire qu'il y a, il faut qu'il y ait un enjeu par rapport à ma prise de parole en public. C'est-à-dire que si j'interviens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Donc, c'est quoi le pire de cet enjeu? C'est quoi le meilleur de cet enjeu? Comment je passe de l'un à l'autre? Comment je fais la transition de l'un à l'autre? Et que du coup, chacun s'approprie aussi son discours de manière personnelle et intime. Justement, peut-être éviter justement les discours tout faits à la TEDx. Ah oui, mais oui. Complètement. Oui, parce que en fait, je trouve que ça formate. D'accord. Et on perd de la qualité par le formatage. On perd de l'authenticité. C'est le mot que je cherchais. Ouais, on perd de l'authenticité et surtout, quand quelqu'un est formaté, c'est un hamburger parmi 30 hamburgers, l'un ou l'autre. Finalement, il y a rien. Un plat d'un artiste culinaire un peu plus original, même imparfait, on s'en souviendra plus qu'un hamburger parmi... Voilà, là, c'est un symbole, par exemple, parler de hamburger pour le formatage. Donc, voilà, l'autre point, c'était effectivement la respiration. Ensuite, trouver des bons appuis et trouver sa place, qui en fait sont très liés à la respiration. Parce que si je ne suis pas mes 2 talons au sol, il y a assez peu de chances que je sois confortable pour respirer. Si je suis sur mes pointes de pied, je vais être forcément obligée de me tendre. Si je me tends, je ne vais pas avoir beaucoup de respiration, je ne vais pas avoir une respiration très ample. Donc en fait, je ne vais pas me sentir très très à l'aise, mon texte va m'échapper. D'accord, c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé en fait. Mais vraiment, tout est lié en fait, la posture, à la respiration, tout à la voix. Tout est lié et tout est simple et tout est structuré. Donc il n'y a rien qui n'est... voilà, je ne suis pas dans le jugement vis-à-vis des personnes avec qui je travaille, je leur donne des outils. Juste, par exemple, tiens, vas-y, appuie juste tes talons là au sol. Ok, comment est ta respiration? Ah, elle est meilleure. Ah ok. Et donc, comment sont tes idées? Ah, elles sont meilleures. Ah, ok. Ça donne peut-être plus d'assurance en soi aussi. C'est ça, ouais. Et c'est pas juste se tenir droit et sourire, c'est l'émotion, pareil, c'est laisser ce flux d'émotions venir tel qu'il vient. En fait, c'est savoir ce que j'ai envie de dire, savoir quelle est mon intention, et ensuite laisser le flux émotionnel présent par rapport à ce qui se passe dans la salle à ce moment-là. Essayer d'être authentique encore une fois peut-être. Essayer d'être authentique, essayer d'être spontané, et c'est ça qui va faire que les gens... En fait, aujourd'hui, c'est tellement rare, justement, c'est tellement formaté, que dès qu'il y a de l'authenticité, dès qu'il y a une vérité, ça fait du bien. Je pense que les gens ont besoin de ça et demandent que ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'une star est une star? Elle devient star parce que sa manière de faire les choses est unique. Et la plupart des gens, ils ont peur d'oser être unique. Mais non. Faut pas avoir peur d'être unique. Au contraire, c'est là qu'on devient précieux, qu'on devient original, qu'on devient vraiment différent. Et aussi, à l'inverse, un problème, des fois, des personnes qui ont peu confiance en elles se disent, voilà, je suis pas unique du tout. Est-ce que, justement, on peut devenir unique? On l'est tous, en fait. On l'est vraiment tous. On l'est tous, après on l'a plus ou moins oublié, justement parce que l'école a pu nous formater, parce que nos parents ont pu nous formater, parce qu'eux-mêmes ont été eux-mêmes formatés. Mais en fait, on est absolument tous uniques dans nos goûts. Si on va chercher nos bizarreries, et c'est dans nos bizarreries que se trouve la vérité. C'est-à-dire que le truc que tout le monde aime, c'est facile de dire tout le monde aime. Le truc que très peu de personnes aiment, ça demande un certain courage de dire oui, j'aime. Mais finalement, c'est d'oser assumer cette bizarrerie qui va faire que les personnes qui sont bizarres comme nous vont se dire « Ouais, c'est génial !» Même ceux qui n'osent pas encore être bizarres se disent « Oh là là, c'est génial d'oser !» Je connaissais une prof de yoga qui est chanteuse de rock. D'accord, donc c'est un peu, ça peut paraître opposé. Ouais, ça peut paraître complètement opposé. Et en fait, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que... c'est encore là, ce que dit Seth Godin quand il parle de la vache violette de Milka. C'est-à-dire que si on reste purement logique, c'est-à-dire une vache violette, non mais n'importe quoi, on ne va pas faire une vache violette.
Ben ouais, mais en fait, Milka fonctionne très bien grâce à une vache violette. D'accord, c'est vraiment trouver ce qui est d'unique et le valoriser. Ce qui est original, ouais. Original. Et effectivement, se dire, c'est parce que j'ose être unique que je deviens universelle. Et quelle est la part de technique et d'authenticité ? Pour vous donner un exemple, je fais de la musique et je me dis souvent qu'il y a 75% de technique et 25% d'authenticité de ma touche personnelle. Alors, je ne le mettrai pas en pourcentage parce que je ne suis pas sûre que ça aide. Je dirais que oui, il faut de la technique parce qu'effectivement, c'est de la pratique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, j'arrive à lire les gens aussi vite et à pouvoir analyser leur corps et pouvoir du coup comprendre comment ils pensent, c'est parce que ça fait 27 ans que je fais du théâtre et que forcément 27 ans d'observation, et puis avec la technique Meisner, qui est une technique particulière que j'enseigne, qui est vraiment basée sur le fait d'observer ce que font concrètement les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement, et du coup, c'est pas de l'interprétation, c'est pas du jugement, c'est juste observer, voir ce que ça nous fait, écouter son ressenti, réagir par rapport à ça. C'est juste d'être dans le réel, qui est un truc qu'on fait plus aujourd'hui, d'être dans le réel de la présence à l'autre. C'est-à-dire d'être dans le réel de la présence à l'autre ? C'est-à-dire sentir son public, par exemple, si on est musicien. C'est créer un espèce de dialogue, en fait, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ça. Ouais. On voit si les gens bougent ou si les gens bougent pas. Si on voit que les gens bougent pas et qu'on continue à aller tout le temps dans le même sens, c'est quelque part on regarde pas ou qu'on n'écoute pas. Il y a aussi quelque chose qui est important, on en a parlé un petit peu, mais l'importance du langage corporel. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui joue vraiment sur sa prise de parole en public ? Alors, il y avait Louis Jouvet qui disait quelque chose de très important, qui disait « tout est faux sauf le corps ». Et ça, j'y crois beaucoup. En fait, notre corps ne ment jamais. Alors, il y a des gens qui savent plus ou moins tricher sur leur corps, mais il y a toujours, si on regarde bien, en fait, la position d'un corps nous donne tout et nous dit tout. Si on se met dans la même position que la personne qui est en face de nous, on comprend la manière dont elle pense. Donc le corporel, c'est important, mais même au-delà du corporel, c'est où est-ce que je mets mon point de concentration, mon énergie. Est-ce que l'énergie circule ? Alors ça, c'est un truc, l'énergie, ça peut paraître un peu impalpable, mais en fait, si je suis que focus sur moi, on peut dire que d'un point de vue de la communication et de la circulation, ça va pas circuler. Si je communique de moi à moi, ça va pas circuler. Si je communique de moi à l'autre, là, il y a assez de chances que ça circule mieux. Oui, moi, c'est ce que je pensais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de techniques, mais au début, ça peut paraître un peu difficile d'assimiler toutes ces techniques et en même temps parler de son sujet qu'on présente à son public. Alors comment est-ce qu'on peut un peu essayer de maîtriser tout ça sans rester trop enfermé à l'intérieur de soi en pensant trop à sa posture, à sa respiration, etc. et être plus authentique justement ? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, effectivement, tout est là. C'est-à-dire que si je me concentre que sur la technique, quelque part, je vais être un peu dépossédée de ce que j'ai à dire. Et si, par contre, j'habite et je suis passionnée par ce que j'ai à dire, mon corps, il va se mettre en route tout seul. Donc, je crois plus en ça, de travailler sur quels sont ces moteurs personnels, mais quels sont ces moteurs aussi au-delà de soi, par rapport à une vision plus large de ce qu'on a de la société, par rapport à une vision plus large de ce qu'on a de notre communauté, de nos espoirs, qui est basée sur, par rapport à nous, nos besoins propres, de quoi on pense que le monde a vraiment besoin. En fait, dès qu'on va avoir cette passion-là, qui du coup va être plus forte que nous, va être plus forte que si moi je me regarde, oui, mais moi j'ai peur de ceci. Et si je me dis, non, en fait, le monde a besoin de plus de ça, le monde a besoin de plus de communication. Du coup, je vais être dans une attitude où je ne parle pas que en mon nom, je parle en mon nom, et puis dans le nom d'autres personnes, je vais gagner en confiance en moi, je vais gagner en ampleur, et je vais gagner en énergie pour communiquer avec les autres, et le corps va se mettre en route tout seul. Quand on sait ce qu'on a à dire, ce qu'on a à transmettre, comment on a envie de le transmettre, finalement, tout le reste vient tout seul. Et c'est pour ça que la technique, elle est importante, mais il ne faut pas qu'elle prenne la place de l'essentiel. Donc vous conseillerez d'être plutôt authentique dans son langage corporel, oui, plutôt qu'essayer de se cacher derrière des techniques toutes faites en se disant, par exemple, si je veux dire que j'ai confiance en moi, je mets les mains dans telle position, etc. Il y a un double travail, parce que quand même, quand on ouvre les bras, si j'écarte les bras là, en ce moment, et si je les mets comme en Y, c'est sûr que mon plexus va s'ouvrir, donc je vais gagner un peu plus en confiance en moi. Mais
finalement, ça va être quelque chose d'un peu limité. Si je parle de quelque chose qui vraiment me passionne, que j'ai vraiment envie de partager, en fait, mon plexus, il va s'ouvrir tout seul. Ma parole, elle va s'enclencher toute seule. Mes sourires, ils vont venir naturellement. Donc, je vais rentrer en communication aussi plus facilement. Donc, je crois vraiment que c'est d'abord sa passion. Et après, on peut avoir quelques ajustements techniques, mais il ne faut pas que la technique prenne le dessus sur ce que j'ai vraiment envie et besoin de dire. Et même dans le cadre professionnel et institutionnel. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les entreprises un peu classiques qui, du coup, voient le travail comme quelque chose de dur, de douloureux. Et en fait, je pense qu'ils passent complètement à côté de ce qui fait notre qualité d'être humain. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive. Il y a plein de métiers qui vont être remplacés, même les médecins, même les assureurs, même les banquiers. Donc, qu'est-ce qui fait, nous, notre spécificité d'être humain ? C'est notre capacité à pouvoir rentrer en communication de manière, ce qu'on appelle les soft skills, les qualités justement humaines. Ça, pour l'instant, la machine n'arrive pas à le faire. Donc, c'est les émotions, la machine arrive à faire semblant d'eux. Mais effectivement, les émotions, elles se déclenchent de tout un discours que j'ai dans ma tête par rapport à mes croyances. J'avais lu un article justement sur ça, qui illustre un peu ce problème dans un autre domaine, dans le domaine des langues étrangères, par rapport à Google Traduction en fait. Et que ça fonctionnait pas bien justement par le manque d'émotion. Parce que si on traduit de la poésie, Google ne peut pas faire des métaphores selon ses émotions. Et du coup, c'est pour ça que ça donne quelque chose de très froid et souvent qui est hors contexte. Oui, c'est ça. Et puis c'est là notre spécificité d'être humain. Et c'est presque... c'est là où on a le plus de valeur, quoi. On n'est pas des machines. Donc, arrêtons de nous traiter en machines. Arrêtons de nous formater. Laissons les machines formater choses qu'elles feront bien mieux que nous. Et nous, profitons d'être justement ces personnes vivantes, humaines, différentes qu'on est, tout simplement. Et une autre question peut-être plus spécifique, par exemple, lors d'une présentation orale, ça peut arriver parfois qu'on soit pris d'un gros coup de stress et du coup on perd tous ses moyens, on perd ses mots. Est-ce que vous avez une petite technique pour se remettre en place sur scène, reprendre confiance en soi rapidement ? Alors, déjà, il y a un truc qui est très très simple, c'est souvent la perte d'idées, elle vient souvent dès qu'on a décollé les talons. D'accord, intéressant. Donc, il y a vraiment un truc qui est très très basique, c'est mettre ses talons au sol, respirer. Et pourquoi juste dans le côté technique, pourquoi justement, si vous pouvez répondre à cette question, pourquoi lever les talons, ça empêche de trouver ces mots ? Parce que effectivement, si je suis sur la pointe des pieds, après les femmes qui sont en talons, c'est encore différent parce que du coup, ça va ouvrir leur plexus solaire. Mais en fait, si je suis sur la pointe des pieds, forcément, je vais être obligée de me crisper pour garder mon équilibre. Je vais être obligée de contracter tous les muscles de mon corps pour me garder en équilibre. Si je contracte tous les muscles de mon corps pour me garder en équilibre, ma respiration ne peut pas prendre de l'ampleur. Donc, c'est aussi bête et aussi basique que ça. Reposer ses talons. Reposer ses talons et puis essayer de respirer dans ses reins. Donc, envoyer sa respiration dans ses reins. Donc, c'est juste derrière, là, dans le bas du dos, à droite et à gauche. Et d'essayer de respirer là. En fait, en énergétique chinoise, ces deux zones-là, les reins, c'est des zones qui sont liées à la peur et au stress. D'accord, intéressant. Et en fait, c'est la peur et le stress vont se loger là et vont faire qu'on va perdre ses idées. Donc, si je respire, que je regarde la réalité de ce qui est devant moi, c'est-à-dire des êtres humains comme moi, que moi je suis un être humain aussi, que je suis devant d'autres personnes, que j'ai un message à faire passer, que ce message il n'est pas juste de moi à moi, même si je suis artiste, j'ai un truc à transmettre qui compte, qui va vraiment apporter quelque chose aux autres. Du coup, je dois le faire. Et la question, elle ne se pose même pas de moi, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai... Non, j'ai une mission là. J'ai quelque chose à transmettre et qui va être utile aux autres. Intéressant, je ne pensais pas que justement cette technique très simple pouvait changer beaucoup de choses. La simplicité, ouais. Je crois beaucoup en la simplicité. Parce que souvent, on s'imagine qu'il faut des techniques, il faut 6 mois d'entraînement, etc. pour arriver. C'est un peu comme le kung-fu. Ouais.
Oui, ou c'est un peu comme certains travails thérapeutiques où on dit qu'il faut 10 ans ou 20 ans pour s'en sortir, et puis en fait, on a compris, mais on n'a rien bougé, quoi. D'accord, donc il y a vraiment des techniques simples qui fonctionnent et qui sont... Tout à fait. Qui sont efficaces, qui sont simples, qui parlent à notre inconscient, qui parlent à notre conscient, et qui font qu'on peut trouver sa place, trouver son plaisir. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est que, en fait, le terme place et plaisir ont la même origine. C'est le mot placérer. Et donc, quand on est à sa place, on est dans son plaisir. Et quand on est dans son plaisir, on est à sa place. Et moi, peut-être qu'on arrive à la fin de cette interview, mais avant de conclure, moi j'ai une question peut-être plus personnelle, un peu bonus, qu'on pourrait dire. J'ai lu sur votre site internet que vous avez travaillé avec plein de grands réalisateurs. Oui. Donc Tim Burton. Ouais, quelques-uns. Oui, Tim Burton faisait la doublure lumière de Marion Cotillard. D'accord, sympa. Et comment c'est de bosser de travailler pour des grands réalisateurs comme ça? Ben là, pour le coup, il y a le plaisir de les observer, le plaisir de les voir travailler. Après, c'est là justement, j'avais pas encore à l'époque totalement pris ma place, puisque j'étais doublure de quelqu'un. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est vraiment là-dessus que tout mon travail, que ce soit artistiquement, que ce soit en communication pour aider les autres à mieux communiquer, en fait, c'est comment permettre aux gens de mieux trouver sa place. Et c'est le travail personnel que je fais aussi chaque jour, artistiquement, d'essayer de trouver l'endroit où c'est agréable, l'endroit où je sors de ma zone de confort. Parce que si je reste dans ma zone de confort, j'apprends rien. Donc j'apprends toujours un truc nouveau. Je reste pas dans un truc que je sais déjà faire. J'essaye de me dépasser, d'apprendre un truc nouveau, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit dans la joie, que ce soit dans le plaisir. J'avais travaillé une fois pour un gros groupe et j'avais fait une espèce de team building autour de la thématique du théâtre. Et le gros groupe, ils aimaient les gens plutôt besogneux, dans la souffrance, dans le truc comme ça. Et en fait, ceux qui ont gagné l'épreuve technique derrière, parce qu'ils avaient une épreuve pas artistique, mais ils faisaient avec moi une partie créative, et ensuite ils avaient une partie technique qui était vraiment liée à leur métier d'ingénieur. Et en fait, c'est ceux qui sont le plus marrés, qui ont fait les fourmis formidables, les fourmis formidables ont remporté la partie technique, parce qu'ils étaient dans le plaisir depuis le début, parce qu'ils sont amusés comme des petits fous, et que du coup, tout s'est fait dans la facilité, et que finalement, il n'y avait plus d'obstacles, il y avait simplement du plaisir à travailler ensemble, à faire des choses ensemble, à aboutir des projets ensemble. Et que, évidemment, c'est des choses qui ont du mal à être comprises dans des grands groupes, parce qu'on se dit, mais si tous les gens s'amusent, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le bazar et tout ça. Mais en fait, pas du tout. On revient maintenant à cette question de la qualité de vie au travail, mais c'est tellement important d'être dans le plaisir de faire ce qu'on est en train de faire. C'est essentiel. On revient encore, comme vous le dites, la chose qui a l'air la plus importante pour vous, c'est vraiment l'authenticité. C'est vraiment pendant des années, surtout dans l'ancienne génération, un peu au travail, on ne devait pas être authentique, on devait être besogneux, sérieux. Et je pense que maintenant, les gens en ont marre de ça. Moi, je vois les gens qui sont de ma génération, entre 25 35 ans. Les fameux millennials. Oui, c'est ça. Nous, on veut pas ça. On en a marre un peu du costard-cravate, etc. Non. On veut être plus authentique, et je pense pas que ça soit un obstacle, finalement, à l'évolution de l'économie, etc. Et puis, d'être plus authentique avec ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à vivre dans un monde où il y a autant de gens qui dorment dans les rues, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je continue à faire semblant que c'est pas grave? Est-ce que je continue à faire non, mais c'est comme ça, j'y peux rien, etc. Ou est-ce que je fais quelque chose? Donc, par exemple, moi, par rapport à ma société, j'essaie de m'associer à des ONG, et je travaille régulièrement avec des ONG parce que je trouve ça important. Parce que pour moi, on vit pas tout seul. On vit dans un monde avec d'autres personnes. Et quelque part, si je rentrais le soir en prenant le métro et que je voyais personne dans les rues, je me sentirais mieux. Je serais plus heureuse, et qu'il y a des choses à faire par rapport à ça. On revient vraiment encore sur un problème d'authenticité, en fait. C'est le fait que si on rentre pas dans telle case, peut-être qu'après on peut se retrouver à la rue, parce que personne, on s'adapte pas à la société qu'on veut aujourd'hui ou qu'on voulait à l'époque, peut-être. Et on oublie que ce sont des êtres humains. Et ce sont des êtres humains, on est des êtres humains. Les personnes qui se retrouvent à la rue peuvent être à la rue pour diverses circonstances par rapport à des chocs, etc.
Demain, ça peut être la personne qui est en costume cravate. Donc, c'est apprendre à regarder au-delà des apparences. Voilà, et après, on n'y échappe pas. Moi, par exemple, j'ai vécu presque 3 ans en Ukraine. Oui. Là, j'enregistre ce podcast depuis l'Ukraine. Et D'accord. il m'arrivait, en fait, une fois, je prenais un taxi et je discutais avec le chauffeur de taxi. Et lui, en fait, c'était un ancien pilote de chasse de l'Union soviétique. Donc, c'était quelqu'un qui était trop placé, qui avait un bon salaire, etc. Oui. Et le fait, en fait, qu'avec tout le changement de système, l'écroulement de l'Union soviétique, il s'est retrouvé chauffeur de taxi. Et là, il y a plein d'exemples comme ça dans la rue des pianistes, etc. Il y en a plein. Ouais. Et donc, c'est vraiment, voilà, on n'est jamais vraiment sûr de ce que sera le lendemain. Tout à fait, oui. Oui, et même avec des pays qui entrent en guerre, comme ça, et avec des exodes. Et pourtant, ça existe depuis des siècles, quoi. On se demande ce qui manque encore pour que les gens ouvrent les yeux. Et ça peut être un peu loin de cette idée de donner la parole, mais pas tant que ça. Enfin, finalement, c'est comment je rentre en communication avec les autres. Et c'est ne pas se couper soi des autres. Si je me mets juste dans mon petit costume cravate, je me coupe. Si je respire, si j'écoute mes émotions, et ça aussi, c'est très drôle parce que et je vois ça encore dans certaines écoles, comment on forme les managers de demain, les gens qui vont diriger ce pays, à se couper de leurs émotions en leur disant si vous écoutez vos émotions, vous allez faire des mauvais choix. Mais mauvais choix par rapport à quoi ? En fait, mauvais choix par rapport à un système qui est déjà en place et qui ne veut pas que les gens écoutent leurs émotions. Donc, je pense que écouter ces émotions, en fait, nos émotions ne nous mentent jamais. Enfin, après, c'est l'interprétation qu'on peut avoir des émotions ou de la cause de l'émotion qui peut mentir. Mais en tout cas, quand on ressent une émotion, il faut vraiment lui faire la place, vraiment l'écouter. Parce que là, c'est quelque chose qu'on ressent qui est vrai. Donc, il faut apprendre à faire la place à ces émotions. Apprendre à faire... Parce que finalement, c'est quelque chose qui ne ment pas. Enfin, on ressent ce qu'on ressent, quoi. C'est vrai que c'est important. Je me dis, aujourd'hui, s'il y avait une chose à faire, ce serait former les managers aux émotions. D'accord. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui se fait de plus en plus ? Alors, un petit peu. Là, prochainement, en fait, il y a un projet pour un magazine, parce que en fait, mes formations en ligne vont aussi passer en application téléphonique et réalité virtuelle. Super. Et du coup, je suis en train de travailler alors sur moi, mon projet perso de Donnez-vous la parole en application téléphonique et réalité virtuelle. Et en sous-traitance, là, je travaille pour une autre boîte qui veut proposer ça dans un magazine pour des managers, pour former des managers. Et pour moi, je pense que la question de l'émotion est une question effectivement assez importante. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a une demande aujourd'hui. On cherche à former les gens à retrouver leurs émotions et leur authenticité. Et les DG, certains DG sont très sensibles à ça, même s'ils ne le disaient pas avant, parce que c'était tabou. Je pense que il y a une prise de conscience par rapport à ça et qu'on ne peut pas bien diriger des gens si on est coupé soi-même de ses émotions. Il suffit de regarder les leaders ou même Macron, de se dire aujourd'hui comment ils communiquent. Par exemple, quand il y a eu le décès de Johnny Hallyday, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu. S'il avait été dans un discours juste d'information, il se serait fait huer et il n'aurait pas tenu 30 secondes. C'est ce qui a failli se passer. Quand il a ouvert la bouche, tout de suite, il a commencé à avoir des cris et tout ça. Et c'est parce qu'il a réussi à aller sur le terrain émotionnel, de dire des ressentis, qu'il a pu être écouté. Donc voilà, pour conclure cet épisode, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut vous joindre et quels sont vos projets ? Alors, il y a plusieurs choses, parce que je travaille sur beaucoup de projets à la fois. Donc, il y a mon site donnez-vous-la-parole.fr. Là, pour l'instant, je suis du coup contactable via ce site ou via LinkedIn. J'ai aussi une page Facebook sur laquelle je partage pas mal d'informations régulièrement par rapport à la prise de parole en public ou par rapport à l'affirmation de soi, qui est la page Facebook donnez-vous-la-parole.fr. Donc, c'est tout attaché sans tiret. Pareil pour le site internet. Là, je travaille aussi avec ma société de production sur le développement d'une série en animation, donc je vais être un peu moins disponible pour des formations en individuel. Mais du coup, je vais être sur d'autres plateformes. Là, il y a une plateforme française qui m'a contactée, plus une plateforme africaine. Là, je suis déjà dans 36 pays juste en étant sur la plateforme américaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire au maximum, et même avec ma société de production, puisque je travaille beaucoup avec le Canada, d'être au maximum à l'international.
J'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous en lisant votre site internet. Oui. Oui, c'est mon grand-père disait beaucoup qu'on était citoyen du monde. Et je pense que... Tout à fait d'accord avec cette définition. Oui, puisque vous êtes en Ukraine en plus. Oui, en plus, oui. c'est ça, c'était marrant parce que je ne savais pas. Et pour le coup, on est encore sur de l'international. Et en tout cas, merci beaucoup, Émilie, c'était super intéressant. Je pense que les auditeurs ont beaucoup de choses, ont beaucoup appris, vont beaucoup apprendre en écoutant cet épisode. Beaucoup de conseils et utiles, et aussi on est parti sur des sujets autres intelligents, un peu plus philosophiques ou politiques, etc. Mais c'était très très intéressant. Donc Émilie, merci encore, et puis bonne continuation dans vos projets. Merci, avec plaisir d'avoir fait ce podcast qui était très intéressant et très pertinent. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit, et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible toutattaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.